Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'étude des systèmes monétaires internationaux actuels. Dans la dernière vidéo, on avait vu le système de Bretton Woods et on avait dit que c'était un système qui a donné lieu à une très grande stabilité des relations économiques internationales. Il était marqué par une très grande stabilité et il n'y avait pratiquement pas de crise financière, mais c'est aussi un système qui est péché par un certain nombre d'inconvénients qui vont finir par avoir raison de ce système et à conduire à sa fin. Ainsi, le 15 août 1971, le président américain Richard Nixon va annoncer la fin de la convertibilité hors du dollar. En faisant cela, il annonce finalement la fin du système de Bretton Woods et le passage à un nouveau système qu'on va essayer de construire. Mais avec le recul, il va s'avérer que, en fait, en mettant fin au système de Bretton Woods, et en passant à ce nouveau système qui est marqué par le flottement généralisé des monnaies, on avait en fait ouvert une boîte de Pandore et on va voir qu'il y aura une succession de crises financières et une très grande instabilité sur les marchés qui, depuis les années 70, ne cesse de s'aggraver. Alors, le système monétaire international actuel peut être en fait défini comme un non-système. Pourquoi? Parce que depuis la fin de Bretton Woods, chaque pays peut choisir son régime de change à partir de tout un arsenal de régimes de change allant de la fixité pure et dure au système de flottement le plus libéralisé. Il existe donc tout un spectre, un continuum de régimes de change allant de la fixité la plus dure au change purement flottant. Donc il y a un arsenal très large de possibilités et chaque pays peut choisir le système le régime de change qu'il arrange. Mais il faut reconnaître que les plus grandes monnaies sont toutes marquées par le flottement. Le dollar, l'euro, la livre sterling, le franc suisse et j'en passe. Toutes ces monnaies sont flottantes et voient leur cours de change se fixer chaque jour en fonction du jeu de l'offre et de la demande sur le marché de change. Donc, c'est les forces de marché qui déterminent chaque jour et à chaque instant la valeur de ces grandes monnaies, les unes par rapport aux autres et les unes par rapport à toutes les autres monnaies du monde. Il ne faut pas cependant se leurrer, il ne faut pas être bisounours parce que même si officiellement aujourd'hui on est en présence d'un régime de change flottant, en fait, ça ne veut pas dire que les grandes banques centrales n'interviennent plus sur les marchés. Ils le font de manière pas très officielle. Ils le font de manière donc officieuse, en cachette. Et ils cherchent à cibler un niveau de taux de change. Chaque banque centrale va cibler un niveau de taux de change qu'elle estime souhaitable. Et si jamais les cours du marché tendent à s'écarter de cette zone-là, ciblée, la Banque centrale intervient pour ramener les choses à l'ordre. Il s'agit donc d'un flottement impur qui marque donc la période actuelle. D'ailleurs, en Europe, il y a un grand débat sur cette question. Beaucoup d'Européens considèrent que finalement l'Europe est le dindon de la farce dans cette histoire et que les Européens cherchent de manière dogmatique à respecter le principe de flottement, alors que d'un côté, ils ont les Chinois qui manipulent leur taux de change et les Américains aussi, qui cherchent à avoir un dollar faible pour faire face à cette pression chinoise et pour rétablir un petit peu les équilibres des comptes américains. Donc on a d'un côté les Américains et les Chinois qui manipulent d'une manière ou d'une autre leur taux de change, alors que les Européens se considèrent comme victimes d'un jeu qui n'est pas
qui n'est pas loyal. Mais la caractéristique principale de ce nouveau système de flottement généralisé des monnaies, c'est qu'il est générateur d'incertitude et d'instabilité. On a donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a ouvert une boîte de Pandore. Tout devient instable. Il y a un flottement généralisé et des fluctuations généralisées sur tous les marchés, sur les marchés d'auto, les marchés de change, et j'en passe. Alors, ce climat d'instabilité monétaire et financière va provoquer l'apparition, va conduire à l'apparition de nouveaux produits financiers, de nouveaux instruments censés être une forme d'assurance contre ces risques-là, contre ces aléas. On a, on a donc vu l'émergence des produits financiers dérivés qui sont censés présenter une certaine forme d'assurance pour réduire les risques. Donc cette forte volatilité des cours de change et des taux d'intérêt va conduire chez les opérateurs à l'apparition d'un nouveau risque qu'on ne connaissait pas vraiment auparavant et qu'il va falloir gérer. Cependant, ces produits financiers dérivés vont rapidement se transformer aussi en un instrument de spéculation. Alors, à la base, ils étaient conçus pour présenter en fait des produits d'assurance, pour stabiliser les marchés et pour mettre plus de confiance dans les marchés et de réduire leur instabilité. Sauf que par les usages des opérateurs et par l'ingéniosité des spécialistes financiers, ces produits-là ont commencé à être utilisés aussi comme instrument de spéculation. Ils viennent donc aggraver le problème et ils conduisent à faire des montages financiers les uns sur les autres, ce qui rend les marchés totalement opaques et très très imprévisibles. D'ailleurs, on l'a vu dans la crise des subprimes, à un certain moment, on ne savait même pas, on n'arrivait même pas à identifier les agents qui étaient très risqués. Tout le monde se doutait de tout le monde, et même les grandes banques, on ne pouvait pas savoir si une banque va faire faillite dans une semaine ou pas. Tellement ces produits financiers sont compliqués et les montages sont obscurs que on n'arrive même plus à identifier les agents à risque. Les banques ne se prêtaient plus parce que chaque banque se disait que si je prête à la banque X, il se peut qu'elle ait un cadavre dans le placard et que dans quelques jours, elle va faire faillite. Donc je n'ai pas intérêt à lui prêter, ce qui explique d'ailleurs l'assèchement du marché interbancaire dans les premiers mois de la crise. Donc l'instabilité est une caractéristique intrinsèque de ce nouveau système. Une instabilité ou une volatilité des taux de change, on le voit d'ailleurs à travers un petit peu l'histoire du dollar, depuis la libéralisation, depuis le passage à ce nouveau système. On avait constaté que le dollar avait, si on prend par exemple la décennie des années 80, le dollar va s'apprécier fortement durant la première moitié de 79 à 85 pour baisser par la suite fortement, là encore, entre 85 et 90. Et en règle générale, la volatilité marque toutes les grandes monnaies. Alors, à côté de cette volatilité de taux de change, on va assister aussi à une très forte récurrence des crises financières. Alors, depuis la fin de Bretton Woods, on a constaté que les crises financières deviennent de plus en plus récurrentes. Ils ont des cycles à peu près réguliers de 7 ans. Chaque 7 ans à peu près, on a une grande crise. Alors, si on fait un compte à rebours,
aujourd'hui, par exemple, et même avant la crise de ce coronavirus, qui risque de laisser des séquelles extrêmement graves, ça va dépasser de très loin la crise de 1929 même. Alors, même au-delà de cette crise, même avant, on s'attendait à une crise financière d'ampleur en raison de la baisse excessivement grave des taux d'intérêt. On a même atteint la limite des taux d'intérêt négatifs. Alors, on s'attendait à une crise sur le marché obligataire au cas où les taux venaient à augmenter. Les banques centrales ont tout fait pour empêcher cette augmentation des taux, pour ne pas conduire justement à cette implosion du marché. Mais le coronavirus a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, on doit s'attendre à une crise d'une très forte ampleur après que l'on aurait éradiqué le virus. Peut-être que la crise, euh, vraisemblablement d'ailleurs, la crise sociale et économique qui va s'en suivre va être beaucoup plus grave que le virus lui-même. Alors, avant cette crise-là, on avait la crise des subprimes en 2008-2007. Avant cette crise des subprimes, on avait encore la crise d'Internet, la nouvelle économie, en mars 2000. Avant la crise de 2000, à la fin des années 90, 80, 97 et tout ça, on avait les crises asiatiques et ainsi de suite. Alors, en remontant dans le temps, on constate qu'il y a euh, une certaine forme cyclique de crise qui viennent de manière régulière depuis la fin de Bretton Woods. Cette grande instabilité des marchés va faire naître donc un nouveau besoin pour les opérateurs, le besoin de se protéger justement contre ces aléas. D'où l'apparition de, des produits financiers dérivés, cette apparition qui va être d'ailleurs favorisée par la globalisation financière et par le désencadrement et, et l'ouverture tous azimuts de tous les marchés financiers. Cependant, ces produits-là vont se transformer petit à petit en instruments nourrissant la spéculation sur les marchés. Ils étaient conçus donc à la base comme une certaine forme d'assurance, mais ils se sont transformés eux aussi en un instrument de spéculation qui vient aggraver l'instabilité des marchés. Par exemple, la couverture sur le marché à terme, elle est censée protéger les deux parties d'un contrat ou une partie d'un contrat, elle est censée la protéger contre le risque d'évolution défavorable d'un actif, des prix d'un actif. Mais ce même instrument peut être utilisé comme forme de spéculation. On aura l'occasion de le voir lorsqu'on va étudier le marché de change. Sur le marché de la dette souveraine, si par exemple, moi, si je suis quelqu'un qui a une créance sur l'Italie, si je suppose que j'avais acheté de la dette italienne, des bons de trésor italiens, alors je peux me dire, voilà, dans les conditions actuelles, l'Italie est en mauvaise passe, elle risque de ne pas être capable de payer ses dettes. Alors donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me protéger contre ce risque. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter un produit financier qui va m'indemniser au cas où l'Italie s'avérait incapable de payer ses dettes. Je vais acheter un CDS, Credit Default Swap. Alors, ce CDS-là, alors l'organisme assureur va me donner de l'argent, si vous voulez, si jamais l'Italie tombe en cessation de paiement. Une petite précision, le nom CDS, alors le Credit Default Swap peut prêter à confusion parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un swap, il s'agit plutôt, c'est un produit qui s'apparente plutôt à une option qu'à un swap. On aura l'occasion de voir tout ça en détail lorsqu'on va traiter un petit peu de ces produits financiers dans le chapitre 4, je crois. Oui.
Alors, ce CDS, il est censé me protéger contre le risque de défaut de l'Italie. Mais imaginons maintenant que moi, je me dis, moi, je n'ai aucune créance sur l'Italie, je n'ai jamais prêté un sou à l'Italie, mais je me dis, voilà, l'Italie est maintenant en très grande difficulté. Il est très fort probable qu'elle ne soit pas capable de payer ses dettes dans quelques mois et dans les années à venir. Et donc, je sais d'avance que si cela se produit, les CDS sur l'Italie vont augmenter. Pourquoi? Parce que ça fonctionne de cette manière-là. Le CDS, plus la note financière, plus la situation financière de l'Italie se dégrade, plus la notation financière de l'Italie se dégrade, la notation financière elle est faite par les agences de notation financière, plus cette note-là se dégrade, plus le CDS va augmenter pour pouvoir compenser la perte éventuelle née de cette dégradation. Et donc, plus ça s'aggrave pour l'Italie, plus la valeur de ce CDS sur l'Italie va s'améliorer, va augmenter. Et donc, si j'achète aujourd'hui un CDS, dans l'espoir de voir la situation de l'Italie se dégrader, je risque fort de gagner de l'argent si la situation de l'Italie se dégrade. Et donc, je vais me mettre, il y a plusieurs opérateurs qui vont se mettre à acheter ces produits-là, non pas pour se protéger contre le risque de dégradation de la situation de l'Italie, mais bien au contraire, pour espérer que la situation de l'Italie se dégrade pour pouvoir empocher une très forte plus-value. C'est comme la situation où, par exemple, on vous autorise à contracter une prime d'assurance, une assurance sur le risque d'incendie de la maison de votre voisin, si vous voulez. Alors dans ce cas-là, bon, vous achetez cette assurance et vous avez tout intérêt à ce que votre voisin brûle pour que vous puissiez empocher votre capital ou votre dédommagement. À la limite, on peut dire qu'on aurait même intérêt à mettre le feu à la maison de son voisin soi-même. Donc on voit bien que on voit très bien ce côté absurde de certains produits financiers, mais qui sont là, qui circulent chaque jour. Chaque jour, on a des opérations qui portent sur ces produits-là, et ça pose un gros problème sur les marchés financiers. Bien, donc le système actuel, certains économistes l'assimilent à un Bretton Woods 2. Pourquoi? Parce que on a une certaine rupture par rapport à Bretton Woods, mais on a surtout une grande continuité par rapport à Bretton Woods. Beaucoup de choses n'ont pas changé. On a toujours la suprématie du dollar. On a toujours un centre qui domine, à savoir les États-Unis, et quelques pays qu'on pourrait qualifier de périphériques qui viennent compléter le jeu. Dans le système de Bretton Woods, on avait les États-Unis au centre et on avait de l'autre côté, on avait le Japon qui était une très forte puissance exportatrice. C'était un peu l'équivalent de la Chine d'aujourd'hui. Et on a en Europe certains pays, notamment l'Allemagne, qui jouaient à peu près le même rôle. Alors ces pays-là étaient de gros exportateurs vers les États-Unis et ça permettait au système de se stabiliser. Aujourd'hui, on a le même jeu, toujours avec les États-Unis au centre et avec la Chine de l'autre côté. La Chine et les pays exportateurs nets, et notamment la Chine, qui réalise de très gros excédents commerciaux qui permettent aux Chinois d'avoir des réserves de change faramineux. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois de ces réserves de change? Ils craignent surtout que la valeur de leur monnaie, le yuan chinois, s'apprécie en raison de cet excédent commercial. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser ces réserves pour aller acheter les produits financiers américains, notamment les bons au trésor américains.
et comme ça, ils vont augmenter la demande sur le dollar américain, chose qui va conduire à une stabilisation du cours et à une situation où le dollar sera toujours apprécié par rapport au surévalué, si vous voulez, par rapport au yuan chinois. Ça arrange les Chinois parce qu'ils préfèrent rester dans ces situations qui leur permet d'exporter au maximum et à vendre des produits même bon marché parce que lorsque vous avez euh, une population active de centaines de millions de personnes, vous n'avez surtout pas intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de chômage. Imaginez que vous avez 200 millions de chômeurs. C'est pas très agréable à voir. Donc, les Chinois, dans ces situations-là, préfèrent travailler à des prix très bas. Ils préfèrent brader leur travail et travailler pour le reste du monde plutôt que de d'avoir une situation sociale très très difficile à gérer. Et d'ailleurs, les Chinois, ils ont une stratégie à très long terme. Ils savent que en faisant cela, ils apprennent petit à petit. Il y a un transfert de technologie. Ils sont très forts pour faire cela. Ils imposent aux entreprises qui viennent travailler en Chine d'apporter la technologie et ils apprennent de jour en jour. Et on le voit aujourd'hui, le niveau technologique chinois est très très avancé et très prochainement, ils vont donc émerger comme la première puissance économique mondiale. C'est donc la Chine aujourd'hui qui joue ce rôle périphérique. La Chine place ses excédents commerciaux dans l'achat de la dette américaine, mais aussi dans l'achat des actifs financiers américains, parce que le marché financier américain est très profond, elle est très dense, contrairement au marché chinois, qui est encore embryonnaire et qui n'arrive pas vraiment à fructifier toutes ces liquidités dégagées du commerce extérieur chinois. Alors, le fait que les Américains voient que le dollar leur revient sans une grande difficulté, ça les pousse à ne pas être très vertueux sur le plan de leurs comptes extérieurs et de leur budget interne. Les Américains peuvent se permettre des excès que les autres pays ne peuvent pas se permettre. C'est le fameux déficit sans pleurs. Et c'est ce qui avait d'ailleurs scandalisé le président français, Charles de Gaulle, lors de la mise en place de Bretton Woods. Et Charles de Gaulle serait triste de savoir que ce système-là, ce pouvoir exorbitant du dollar, continue à opérer même aujourd'hui, 40 ans après, ou 50 ans après. Ces déficits jumeaux américains sont finalement souhaités par les Chinois parce que les Chinois constituent des réserves de change colossales qu'elles placent sur le marché américain et ça permet un jeu gagnant-gagnant entre les deux parties. Et d'ailleurs, le dollar a toujours cette puissance parce que aujourd'hui, 60% des réserves mondiales ou 60% des réserves de change au niveau mondial sont constituées de dollars. Donc le dollar est très prisé, même si parfois l'économie américaine n'est pas au top, on constitue quand même des dollars. Bien sûr, parfois il y a des tentatives de dépassement de ces situations. On a vu dernièrement, il y a quelques jours, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe la Chine, la Russie, le Pakistan et 5 autres pays asiatiques, ont décidé de facturer leurs transactions dans les monnaies locales, donc de dépasser un petit peu le dollar. Euh, les Américains ne vont pas se laisser faire parce qu'ils savent que le dollar, pour eux, c'est une très très grande force. Ils ont un privilège exorbitant qu'ils ne veulent pas perdre et ça risque d'être très violent parce que on a vu à chaque fois qu'un pays cherche à facturer ne serait-ce que son pétrole en dollars. On a vu ce qui s'est passé avec Saddam Hussein, on a vu ce qui se passe avec le Venezuela, avec l'Iran, etc., etc.
Donc, ça risque d'être très violent sur le plan militaire. Mais les Chinois sont quand même très intelligents, ils font les choses de manière très douce et à petit feu, petit à petit, ils sont en train de préparer l'après-dollar parce qu'ils savent que le dollar était condamné parce que il y a le déclin d'un empire américain avec lequel nécessairement le dollar va tomber et donc il doit être remplacé. Ça, c'est c'est la tendance lourde de l'histoire. C'est une fatalité. Le dollar va être remplacé par une autre monnaie. Ça peut être le yuan chinois, vraisemblablement, mais ça peut être aussi autre chose. Donc, pour revenir à notre sujet, le système actuel est un système pervers qui permet à certains pays d'accumuler des réserves de change colossales qu'elles mettent sur le marché américain pour permettre au système de continuer à fonctionner parce que ça arrange ces pays-là, parce que en se faisant, ils maintiennent un taux de change qui les arrange, ils maintiennent leur monnaie sous-évaluée par rapport au dollar, et ça fonctionne, et les deux parties sont gagnantes. C'est un win-win game. Mais pour l'économie internationale, ça crée une certaine instabilité parce qu'il y a des accumulations de déséquilibres internationaux qui ne sont pas réglés. Or, parmi les premières vertus de ce système, c'est qu'on avait dit, on avait expliqué au départ que le système actuel, le système de taux de change volatile, leur premier avantage, c'est que il y aura un mécanisme d'autorégulation des balances de paiement qui va faire que il n'y aura pas une balance de paiement excédentaire de manière chronique ni déficitaire de manière chronique. Il va y avoir des mécanismes d'ajustement automatique des balances de paiement qui vont résorber les déséquilibres au niveau mondial. On voit que ce n'est pas du tout le cas et que il y a des pays qui ont des déséquilibres. Il y a une autre anomalie, c'est que à travers ce système pervers, l'épargne internationale va dans le mauvais sens. L'épargne va de la Chine et de certains pays pétroliers vers les États-Unis, alors que normalement, ça devrait être l'inverse dans un système vertueux qui fonctionne normalement. Parce que ce sont les Américains qui disposent de capitaux et normalement, les capitaux au niveau international devraient aller des régions à forte intensité capitalistique vers les régions qui sont en croissance, en développement et qui ont besoin de capitaux. Chose qu'on ne constate pas. Donc ça, c'est parmi les défauts majeurs de ce système. Donc pour résumer, on peut dire que le système actuel peut être considéré comme un non-système. Chaque pays peut en fait choisir le régime de change qu'il arrange parmi une très grande variété de régimes possibles. Mais le trait caractéristique majeur, c'est que les monnaies les plus fortes, les monnaies clés de ce système, sont toutes des monnaies flottantes. Et le dollar continue à garder sa place privilégiée en tant que monnaie clé et véhiculaire de ce système. Soulignons enfin que le flottement dont on parle n'est pas vraiment très pur parce que, on l'a vu, les plus grandes puissances libérales n'hésitent pas à intervenir sur le marché de change à chaque fois que le cours de change sur le marché s'écarte trop d'un niveau souhaité de taux de change. Alors, si elles constatent que le taux de change, l'évolution du taux de change est de nature à compromettre les objectifs de politique économique, ces grandes puissances-là, qui sont déclarées libérales, n'hésitent pas à intervenir sur le marché de change pour influencer les taux de change vers le sens souhaité, mais bien sûr sans le dire. Alors, est-ce que le système actuel est adapté? Là, c'est la grande question. Il faut dire que le système actuel, il faut dire qu'il y a nécessité d'adapter le système monétaire international
à la nouvelle réalité changeante qui marque l'économie mondiale. Parce que il faut bien reconnaître qu'il y a un certain mouvement. Le centre de gravité de l'économie mondiale bouge lentement mais sûrement vers l'Asie et notamment vers la Chine. Et le système monétaire international actuel qui a hérité de Bretton Woods et qui garde le dollar au centre de ce système ne semble pas très adapté à la nouvelle réalité. Il y a l'apparition de nouveaux pôles asiatiques. On a un pôle en Europe qui s'ignore finalement. On a aux États-Unis, on a donc trois grands pôles de l'économie mondiale, euh, alors que le dollar se veut la seule monnaie, presque la seule monnaie de réserve et la seule monnaie de facturation des matières premières. Ça, ce sont des choses qui sont imposées par la force de la diplomatie américaine et par la force politique américaine. Ce sont des influences euh, américaines qui sont imposées à tout le monde et ça risque de ne pas durer. Il faut donc penser à un nouveau système marqué par de nouveaux mécanismes capables de refléter la nouvelle donne de l'économie mondiale, marquée par une polarité, une multipolarité des centres économiques mondiaux. Si jusqu'à aujourd'hui les Chinois sont plutôt favorables au système actuel, rien ne garantit que ça va durer dans le temps et il est vraisemblable que d'ici quelques décennies au grand maximum, les Chinois vont se dire que on a déjà atteint un niveau de développement très élevé, on a acquis toute la technologie qu'on avait souhaité acquérir. Maintenant, il est grand temps de passer à la vitesse supérieure et d'imposer la Chine comme la nouvelle puissance économique mondiale et d'imposer le yuan chinois comme la nouvelle monnaie. Sauf que ça ne va pas se faire de manière douce, même si les Chinois cherchent à ce que les choses se passent ainsi. Ce changement, s'il se produit, il va s'apparenter à un grand cataclysme sur le plan géopolitique parce que ça va être la signature finalement du déclin des États-Unis et de l'émergence d'une nouvelle superpuissance qui va gouverner le monde dans les décennies, voire les siècles à venir. Il est cependant naïf de croire que la transition va se faire de manière pacifique, parce que derrière ces considérations monétaires et financières se cache en fait une très grande violence. On l'a vu et on va continuer à le voir. À chaque fois que la place du dollar est menacée, les Américains sont prêts à tout pour défendre cette position parce que ça leur permet de vivre au-dessus de leurs moyens sans la moindre contrainte extérieure. C'est un privilège énorme auquel ils ne sont pas prêts à renoncer facilement. Alors, dernier point de ce chapitre, on va faire un petit survol du régime de change applicable au Maroc. Le Maroc a opté pour un régime de change intermédiaire de parité fixe avec un rattachement de la monnaie nationale à un panier de monnaie. Ce panier de monnaie a été constitué du dollar et de l'euro. On a changé de temps en temps la composition de ce panier. Il était à hauteur de 80% pour l'euro et 20% pour le dollar. Mais en 2015, on a changé cette composition, on l'a reformulée de façon à mettre 60% pour le dollar, pour l'euro pardon, et 40% pour le dollar. En 2017, le Maroc a choisi
d'aller vers la flexibilisation progressive des dirhams. On va essayer de libéraliser les dirhams petit à petit. Premier pas, on commence par élargir les marges de fluctuation qui étaient auparavant de plus ou moins 0,3%, c'est-à-dire une marge de fluctuation totale de 0,6%. On a commencé donc dans un premier pas en 2017 par élargir la marge de fluctuation qui devient 2,5% de part et d'autre. Le 9 mars 2020, on est passé à l'étape 2 de ce processus et qui consiste à augmenter davantage cette marge de fluctuation, la bande de fluctuation, pour la faire passer de 2,5% de part et d'autre, de la parité, à plus ou moins 5%. Donc maintenant, la bande de fluctuation, elle est vraiment très large. Elle est de 10%, 5% de part et d'autre, ce qui ressemble finalement à presque un flottement. L'objectif de ce processus-là, entamé par le Maroc, est de conduire le dirham vers une zone de flottement d'ici 10 ans environ. Alors soulignons enfin qu'un système monétaire international est une construction politique. Il reflète d'abord les réalités géopolitiques du moment. Et ce n'est pas un hasard si la monnaie pivot d'un système monétaire international n'est rien d'autre que la monnaie de la puissance hégémonique du moment. L'hégémonie du Royaume-Uni durant la période de l'État-nord avait confié de facto à la livre sterling le statut de monnaie internationale, même si l'or était considéré comme la monnaie internationale. On avait donc une puissance hégémonique, le Royaume-Uni, qui avait imposé leur monnaie comme monnaie de référence sous la puissance britannique. C'est la Pax Britannica. Après le déclin de l'Empire britannique et l'émergence des États-Unis après la guerre comme nouvelle puissance, ce Pax Britannica va être remplacé petit à petit par le Pax Americana, un nouveau monde gouverné par la nouvelle puissance mondiale, à savoir les États-Unis, et qui par la même occasion impose leur monnaie comme monnaie de référence, et le dollar remplace donc la livre sterling. Rien n'empêche que les choses continuent comme ça, et donc l'actuelle montée en puissance des pays émergents, et notamment la Chine, tend à donner lieu à un nouveau système monétaire international qui sera placé cette fois-ci sous le signe de la multipolarité. On espère que la transition sera douce. Rien n'est sûr. Les Américains vont s'accrocher jusqu'à la fin. On le voit aujourd'hui avec les agissements de Trump contre les Chinois à tous les égards. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. Comme ça, ce chapitre prend fin. Je vous remercie et à la prochaine.